Bonjour à tous et bienvenue dans Jusqu'à nouvel ordre pour explorer notre rapport au monde. Dans ce podcast, mes invités ouvrent le champ des possibles en nous aidant à comprendre les mécanismes de l'ordre établi et ainsi à clarifier les enjeux de place, de rôle et de pouvoir dans nos différentes sphères de vie. Pourquoi se laisse-t-on assigner à une place ? Que nous enseigne l'histoire à ce sujet ? Par quel stade sont passés ceux qui ont questionné un ordre établi qui les ralentissait ? Je suis Laurence Bally, initiatrice du projet Conscience et Progrès qui regroupe ce podcast, mais aussi des ateliers et du coaching individuel pour clarifier son rapport à l'obéissance et à l'ordre établi. Convaincue que seule la connaissance et la conscience permettent une véritable liberté de choix, je vous retrouve toutes les 3 semaines pour un nouvel épisode avec des personnalités éclairantes. Pour être informé de la publication de Jusqu'à nouvel ordre, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. L'ordre est bien sûr nécessaire lorsqu'il s'agit d'organiser un collectif. Le problème est qu'il se mue souvent en ordre établi, c'est-à-dire en un principe qui, en figeant de représentation, ne peut plus dès lors se questionner. Mais d'où vient cette difficulté à interroger l'existant, notamment la distribution des places, des rôles et des pouvoirs, fut-elle devenue contre-productive, voire parfois injuste ? Comment une norme culturelle finit-elle par nous apparaître comme naturelle, immuable et donc indépassable ? Et enfin, comment ceux qui sont assignés par l'ordre établi à la place la moins favorable finissent-ils souvent par le légitimer et l'intégrer comme un élément normal ? Pour répondre à ces questions, j'accueille aujourd'hui Jacques Fradin, docteur en médecine et psychothérapeute, qui mène et dirige depuis de nombreuses années des recherches en neurosciences cognitives et comportementales. Auteur de plusieurs ouvrages, dont L'entreprise neuronale et L'intelligence du stress, il a également fondé le GIECO, groupement international d'experts des comportements. Bonjour Jacques et merci d'avoir accepté cette interview qui, je crois, va être passionnante. Merci. Alors, pouvez-vous tout d'abord nous dire en quelques mots ce qu'est le GIECO ? Alors, c'est le groupe d'experts sur les changements de comportement dans le cadre plus particulièrement des transitions, transition climatique évidemment, écosystème, mais aussi transition économique, transition culturelle, transition technologique, transition sociétale. Comment dans un monde dans lequel nous créons du mouvement permanent, comment faisons-nous pour nous adapter, en tirer parti ou à l'inverse laisser se constituer des crises. Voilà, il y avait, si je peux dire, depuis longtemps l'OMS qui accompagne la recherche et les professionnels de santé pour s'occuper de la santé publique à l'échelle planétaire et des interactions entre la santé et les autres domaines d'activité. On a connu au cours des 40 dernières années le GIEC sur le climat, qui a fait les mêmes choses, l'IPBES sur la biodiversité, et pas mal d'autres institutions internationales. Y avait-il besoin d'un GIEC, si je peux dire, ou d'une OMS, comme on veut, sur la santé mentale, ou plutôt sur l'accompagnement des transitions? Je pense que oui, et sans doute le monde d'aujourd'hui peut le confirmer. Le monde d'hier aussi, d'ailleurs. Je pense. Simplement, voilà, on va dire que les enjeux augmentent et peut-être les nécessités liées à notre développement nous obligent, en tous les cas, si on veut survivre, à être de plus en plus intelligent et adaptatif. Le GIECO est donc une ambition de nouvelle institution qui se crée en quelque sorte à partir d'une association internationale de scientifiques, mais en synergie, en début de synergie avec les institutions européennes, ou même le programme des Nations Unies pour l'environnement en tous les cas, notamment la dimension économique et sociétale. La rédaction du premier rapport est en cours. D'accord, donc quelque chose de très ambitieux et ça tombe bien parce qu'on va parler effectivement ici de transition culturelle. Alors on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Vous distinguez le mode limbique qui est plutôt celui de la rigidité du mode préfrontal, plus nuancé et plus adaptatif si j'ai bien compris. Pouvez-vous nous expliquer l'origine et le fonctionnement de ces deux modes parce qu'on entrevoit bien sûr leur impact sur l'ordre établi qui lui est plutôt du côté de la rigidité. Alors, bon, le terme limbique est un terme qui a vieilli un peu du point de vue neuroscientifique, peu important. On va l'appeler mode émotionnel ou mode automatique, ou système 1, comme le disent certains psychosociologues, dans le domaine davantage de l'économie. Voilà, par opposition à un système 2 ou un mode adaptatif du côté neuroscientifique qui regroupe des territoires dits tertiaires au niveau du cerveau, notamment le cortex préfrontal. Voilà, donc ces grandes modalités, on va dire,
gouverne notre psychologie et par défaut, on est plutôt en gouvernance automatique, émotionnelle, construite sur les habitudes, construite sur les routines, construite sur les peurs aussi, et qui a donc ses vertus. L'émotion, c'est en quelque sorte la mémorisation du plaisir et du déplaisir à travers une appréhension ou un désir. Donc l'émotion, au départ, commence à nous adapter à partir de l'expérience passée, mais peut-être ce qui oppose le plus le mode automatique au mode adaptatif n'est pas que les deux ne s'adaptent pas, mais l'un s'adapte à partir du passé, la mémoire, et l'autre s'adapte à partir de ses prospectives, si je peux dire. Évidemment, il s'appuie sur le passé, mais il se représente le futur comme une virtualité dans laquelle on a une possibilité d'action, d'anticipation et de compréhension. Donc, c'est peut-être plus la qualité de cette adaptation et sa fonctionnalité qui est en cause plutôt que l'incapacité à s'adapter. Évidemment que l'émotion s'adapte puisqu'on acquiert des désirs, voire des obsessions, voire des addictions. Et à l'inverse, à l'opposé des peurs, voire des phobies, voire éventuellement, dans certains cas, des conflits, comme on le sait, et bien d'autres difficultés, on va dire. Alors, ces deux modes, émotionnel et adaptatif, ou automatique et adaptatif, se cultivent. Il y a un certain Antonio Damasio dans plusieurs de ses ouvrages, notamment sur le sentiment même de soi, ou voilà l'erreur de Descartes, qui explique qu'en fait, le recours au mode adaptatif existe chez tout le monde, mais dans une certaine mesure, c'est un dernier recours. C'est lorsqu'on est en difficulté sur le mode automatique et que c'est ressenti comme tel par le mode automatique, c'est-à-dire que on a et le sentiment qu'on est dans une impasse et le sentiment que peut-être il faudrait chercher une solution. Euh, à l'opposé, on peut cultiver dans l'apprentissage ce recours au mode adaptatif et en faire une espèce de recours premier, ou en tous les cas un recours normal, facile, pour ne pas dire un recours dans les situations critiques et difficiles. Comme le dirait parfois ce qu'on entend dans la sagesse populaire, ben là c'est compliqué, je vois bien que ça ne va pas marcher comme d'habitude, il va peut-être falloir que je réfléchisse. Quand on dit ça, c'est une culture qu'on a apprise et qui n'est pas si naturelle que ça. On voit comment, par exemple, dans la culture des ghettos et autres, où les enfants sont laissés à eux-mêmes et souvent ne sont pas pris en charge par les parents eux-mêmes, trop occupés à la survie et à bien d'autres détresses, on voit à quel point le recours au mode adaptatif y est critique, difficile, et laisse souvent la place aux rapports de force, aux acquis immédiats, aux désirs, aux peurs, aux impulsions, aux addictions et à toutes sortes de choses qui vont nous occuper. Et comme si on avait conscience, même dans cette culture, on va dire, première de la vie et de la vraie vie, sans vraiment éducation structurée, eh bien, cet apprentissage laisse bien le sentiment que peut-être ça aurait pu être mieux. Mais il y a quelque part un moment où les illusions se perdent, hein. On a l'impression que cette possibilité de recourir à de meilleures solutions, plus coopérantes, plus sympathiques, plus généreuses, plus perçues comme constructives, cette perspective ne se perd pas dans l'absolu, mais elle se perd au sens d'une chose crédible, quelque Mm. chose qui est accessible dans notre vraie vie. Voilà, donc on va dire que ça s'apprend. À l'inverse, on peut apprendre à y recourir. C'est donc une culture de l'intelligence et qui n'est pas pour l'instant aujourd'hui donnée tout le temps à tout le monde. Et d'ailleurs, l'éducation supérieure ne suffit pas toujours Mm. à donner un accès libre à tout cela. D'accord. Donc il est difficile en fait hein, d'accéder à ce mode adaptatif alors qu'il est si utile. Hein. C'est un peu ce que j'entends comme si le mode automatique opérait une espèce de verrouillage là, de la pensée. Quelles seraient les raisons finalement de cette difficulté à passer en mode adaptatif? Alors, l'image la plus simple qui me viendrait, c'est que notre cerveau n'est pas créé par un ingénieur, il est créé par l'évolution. Et en d'autres termes, des gens qui avaient beaucoup travaillé à une certaine époque, hein, ça évolue évidemment, mais ça reste plus vrai que faux. Henri Laborie, par exemple, en culture française, avait bien expliqué comment l'évolution ajoute des choses à l'évolution, mais elle ne les remplace pas. Mm.
Autrement dit, on le voit dans les comportements comme dans l'évolution en général. Ce qu'il a dit était largement repris dans les sciences de l'évolution. Autrement dit, si je donne un exemple tout bête, le corps humain, comme le corps des animaux et les végétaux, sont construits sur le mode cellulaire qui, au départ, est l'algue ou la bactérie première, qui, au départ, est une cellule. Et au lieu d'agrandir l'organisme de la cellule et en faire un être complexe d'une pièce, si je peux dire, on a multiplié des cellules et on les a faites coopérer ensemble dans un organisme. C'est un exemple. On s'aperçoit donc que la biologie des cellules humaines est assez proche de la biologie des cellules premières. Et dans les comportements, de la même façon, on pourrait dire, les vieilles structures qui pilotent notre vie, notre survie, notre reproduction, sont modulées par les structures plus récentes et pas l'inverse. Autrement dit, c'est pas qu'elles ont pris le pouvoir sur les structures les plus récentes, c'est qu'elles l'ont d'origine et qu'elles ont développé, elles-mêmes ont développé par l'évolution, de nouvelles ressources auxquelles elles font appel ou pas. Bon exemple tout bête en cardiologie, c'est ma culture médicale qui parle. Quand on a des perturbations euh, du fonctionnement du système nerveux, le cœur échappe à la régulation de la fréquence cardiaque par le système nerveux végétatif. Autrement dit, il trouve son rythme de base. Si à l'intérieur même du cœur, la partie la plus développée dans le système nerveux intracardiaque devient déficiente, des structures plus anciennes prennent le relais automatiquement, comme si cette aliénation à des structures plus développées laissait, en cas de dysfonctionnement, immédiatement la place à des structures plus anciennes. Alors, pour préciser un peu, vous expliquez dans votre livre L'entreprise neuronale que le mode limbique, donc automatique, redoute le complexe ou l'inconnu et recherche donc le simple et le connu. Mais vous dites qu'il y a aussi un autre motif tout aussi puissant qui verrouille les choses, c'est l'instinct grégaire. De quoi s'agit-il exactement? Alors, dans les vieux systèmes adaptatifs, la première sociabilité qui est apparue dans les espèces développées, comme les batraciens et autres animaux qui ont précédé les animaux à sang chaud, puis après les oiseaux et les mammifères, la première sociabilité est venue de la régulation du rapport de force. Au départ, même dans une espèce première déjà développée, comme chez les poissons par exemple, les grosses truites mangent les petites. Même une grosse truite qui vient de pondre des œufs, si elle retrouve ses œufs une fois que l'instant de la ponte où elle ne mange pas ses œufs est passé, qu'elle est donc après la période de ponte, et qu'elle retrouve ses œufs par hasard, elle les mange. C'est pour dire à quel point la grégarité est la première régulation qui a permis à des individus d'une même espèce de survivre ensemble sans se manger. Et l'alternative qui a été faite entre l'instinct de prédation et l'instinct de survie collective, c'est le rapport de force, la hiérarchie. Redit autrement, les dominants ne pouvaient pas tout perdre au partage. Être à la fois les plus forts, peut-être les plus habiles au combat, et puis partager toutes les prises qu'ils faisaient s'ils étaient prédateurs, par exemple, à parts égales. Donc le sujet du communisme, vous voyez, ne date pas d'hier. Et dans l'évolution des espèces, tout s'est passé, somme toute, par une évolution intermédiaire qui a réduit la prédation à la prédation sociale, autrement dit la mise à son service des plus faibles, tout en offrant une garantie sécuritaire, enfin, en théorie, en pratique en partie. Voilà, on va dire donc que ces rapports de force ont remplacé la prédation initiale. Pas forcément, toujours intégralement, mais cette prédation n'est plus alimentaire. On s'aperçoit que de temps en temps, les individus dans les sociétés primitives se mettent à mort, mais plus pour l'exercice du pouvoir que pour se nourrir. Donc, cette évolution, au départ, est positive. Elle réduit les combats dans les troupeaux. Et deuxièmement, elle réduit la destruction. À l'échelle de ce qu'on peut faire aujourd'hui avec un cerveau humain, ça nous paraît primitif et sauvage. Mais au départ, c'est utile. Et comme les vieilles structures ne disparaissent pas quand les nouvelles apparaissent, on a toujours ça dans la tête et on peut se demander pourquoi sommes-nous parfois aussi barbares. Et même, pour tout dire, pour avoir fait travailler parfois en tant que médecin, psychologue, psychothérapeute, des gens qui sortaient de prison à la demande de juges, par exemple, et de les avoir vus en psychothérapie prescrite, et donc d'avoir eu leur confidence. Ce que j'ai vu, en tous les cas, me disaient souvent, si vous vous figurez que la vie que j'ai eue, je la souhaitais.
ou même que je la souhaiterais, Mhm. c'est qu'à certains moments, je ne voyais pas comment faire autrement. J'avais l'impression que le rapport de force était partout et que si on ne le livrait pas le premier, on le perdait, quoi. Il y a quelque chose qui fait que même ceux qui l'exercent, pour beaucoup, se sentent obligés de le faire pour survivre. C'est pas forcément un choix. Ouais. Et est-ce que ça signifie du coup que l'instinct grégaire a tendance un peu à rigidifier l'échiquier social Ah oui, en nous poussant finalement à la conformité? bah oui, parce que, comment dire, personne n'a plus peur de l'agression que les dominants, en fait, parce que ils sont l'objet de rivalité, de jalousie, d'envie, et par définition, ils sont minoritaires. Donc, ceux qui se protègent le plus, je n'ai pas fait la psychothérapie de Monsieur Poutine, donc je vous en dirai pas plus sur les tyrans du monde. C'est bien dommage. Je pense à l'évidence, voilà, les dirigeants, d'une façon générale, surtout dictatoriaux, ont peur pour leur suivi et s'entourent de précautions de tous les côtés. Donc, en réalité, dans le rapport de force, tout le monde a peur. Et plus on est le seul face à tous les autres, plus on se sent, au fond, rationnellement, enfin, intelligemment vulnérable. D'où le fait que les dominants attaquent. Hein, la meilleure défense, c'est l'attaque, disent certains adages. Ils attaquent pour mieux anticiper et ils organisent autour d'eux un réseau de protégés pour se faire protéger. On est donc dans une espèce d'alliance, en quelque sorte, des dominants entre eux pour exercer un pouvoir de minoritaire. On le voit à toutes les époques, hein, les nobles et autres prédateurs d'une époque, on va les nommer comme tels, qui représentaient 1% de la population, s'organisaient pour arriver à maîtriser, et un jour, ben, parfois ça s'arrête, comme l'histoire le montre. Mais c'est pour dire à quel point ces mécanismes-là, avant d'être destructeurs, étaient salvateurs. Et d'ailleurs, pour se défendre de l'agression d'un dominant, il faut parfois des dominants préfrontalisés pour arriver à avoir la sauvagerie nécessaire le jour où le combat commence pour que, comment dire, l'humanisme ne reprenne pas le dessus. C'est-à-dire que au milieu du combat, même si la personne intelligente avait le dessus, qu'elle ne se dise pas, oh le pauvre, je peux pas aller plus loin, quoi. Ouais. Et pour ça, et pour sa meilleure perte, si je peux dire, parce que peut-être que l'autre se vengera. Donc on est sur des cadres complexes qui nécessitent en fait une vraie culture, parce que dans le cerveau, on a tous cet héritage. Alors, on va s'arrêter justement un peu sur cette question-là Bien sûr. de la dominance, hein, puisque vous avez justement aussi beaucoup étudié cette question-là, hein, et je pense que ça peut nous aider aussi à comprendre Bien les sûr. mécanismes de l'ordre établi, hein. Donc, ces fameux comportements, vous dites de dominance et de soumission. Déjà, peut-être une précision, est-ce qu'il y a une différence entre dominance et domination, puisque c'est le terme dominance que vous utilisez, et finalement, comment cela fonctionne-t-il? C'est-à-dire, dans un mécanisme de domination, il y a aussi justement des personnes qui se soumettent à cette domination. Et finalement, alors bon, il y a des contextes où on peut comprendre qu'il n'y ait vraiment pas le choix, et puis il y a des contextes où on a le choix. Qu'est-ce qui fait que les dominants finissent par imposer leur volonté, même quand ils sont moins nombreux ou Oui, ils le sont voilà. toujours. Par essence, ils le sont. Ils sont très minoritaires. En fait, si vous regardez aujourd'hui la richesse économique du monde, elle est détenue par quelques milliers de familles, ou quelques dizaines de milliers de familles dans le monde. Donc, on est très, très en dessous du pourcent. Donc, si on reprend le sujet de la dominance au sens où on l'entend dans les notions de dominance-soumission décrites par les éthologistes chez les mammifères, par exemple, ou Mm. chez les autres. Ceux qui étudient le comportement des animaux, Voilà, hein. les animaux en contexte sauvage, ces mécanismes-là qui se situent largement dans des structures qu'on appelle sous-corticales ou des structures du vieux cortex, comme l'amygdale ou comme l'insula ou d'autres structures de ce genre. On sait qu'elles sont largement impliquées dans ces mécanismes-là, mais pas seulement d'ailleurs. Il y a même des structures corticales, voire préfrontales, qui jouent dans cette régulation. Eh bien, ces mécanismes-là sont, comment dire, génétiquement préprogrammés. Ce qui se joue, ce qu'on apprend dans ces mécanismes d'apprentissage, c'est si on a l'habitude de gagner les combats et qu'on adopte des comportements de dominance au sens éthologiste du terme, ou des comportements de soumission, et qu'il y a des rituels préventifs pour éviter les combats et réduire la probabilité de combat, qu'on appelle l'intimidation. Et ces mécanismes d'intimidation, voire de séduction, sont des mécanismes qui limitent
les combats, permettent une alternative au combat et qui permettent à certains de se soumettre en quelque sorte volontairement à quelque chose qui est moins agressif que le combat ou la violence ou même la menace. Donc on est dans des mécanismes qui se sont adaptés au fil du temps et qui fait que il y a des études, par exemple, dans la séduction qui montrent que les dominants séduisent dans les relations sentimentales, par exemple. Mais on va dire que tout cela est complexe et dans une certaine mesure, c'est parce que ces mécanismes se sont sophistiqués qu'ils sont tellement invasifs aujourd'hui. Parce que, pour prendre une autre dimension de ce positionnement grégaire, tel que nous l'avons décrit dans l'approche neurocognitive, par exemple, sur laquelle je travaille, il y a une dimension verticale qui traduit la confiance en soi, l'excès ou le manque de confiance en soi, si je peux le dire en langage un peu plus émotionnel, ressenti. Dominant-soumission, c'est la description sociétale, si je peux dire, vue de l'extérieur. Mais vu de l'intérieur, un dominant se sent tous les droits quelque part, et la confiance de faire beaucoup de choses, et le soumis l'inverse. Alors, il y a la confiance en soi, mais il y a un autre axe qui est la confiance en l'autre. Et la confiance en l'autre va de la paranoïa à la naïveté, voire à la niaiserie, entre guillemets. Autrement dit, une espèce de cécité pour repérer les comportements inquiétants des autres envers soi-même. Donc, voilà. Et le marginal, au contraire, le paranoïaque, dans sa version extrême, voit des risques partout. Plus qu'il n'y en a, sans doute, mais au Ouais. fond, dans une certaine mesure, il y en a dans la société primaire. Et alors là, on comprend bien effectivement au niveau individuel comment ça se joue, mais si on prend par exemple un ordre établi qui a perduré pendant des années, qui perdure encore dans d'autres sociétés, la domination, Oui, le système patriarcal par exemple, hein, la par exemple, domination oui. des hommes sur les femmes, qu'est-ce qui pour vous explique, peut en tous les cas expliquer que ben, finalement les femmes se soient, alors qu'elles forment la moitié de la population là pour le coup, Oui, oui, tout à fait. soumises pendant si longtemps et continuent à se soumettre dans d'autres lieux finalement à la domination masculine. Alors, on n'en est peut-être pas à apporter une réponse complète, globale et définitive sur le J'imagine. sujet au niveau de la science. Je vais formuler quelques hypothèses qui peuvent être soit émergentes dans les connaissances, soit se déduire d'autres mécanismes évolutifs. Comme je vous l'ai dit, dans la sociabilité première, la sociabilité se régule au départ par la hiérarchisation. Il est possible que dans l'évolution homme-femme, une certaine hiérarchisation des fonctions se soit faite pour limiter les combats. Le plus petit troupeau et le premier qui apparaît, c'est la famille, la petite famille et puis la famille élargie. Et dans une certaine mesure, cette hiérarchie, dans une mesure moins agressive, souvent, pas toujours, on le voit bien dans la vie de tous les jours, mais malgré tout, où la séduction progressivement l'emporte sur le rapport de force brutal et frontal, mais dans une certaine mesure, la séduction n'est pas absente des rapports sociaux ordinaires. On peut dire qu'il y a des bons rois, entre guillemets, dans l'évolution des dynasties, si je peux dire, et qui étaient attentifs, en une certaine mesure, à séduire leur peuple, leurs sujets, leurs nobles, et d'autres qui ont exercé la violence la plus totale. On voit ça dans la littérature de Shakespeare et beaucoup d'autres, et comment souvent ça bascule de l'un à l'autre. On peut imaginer que ce rapport de force soit en partie lié à l'évolution, et que sans doute, si les femmes, par exemple, ont une musculature et une capacité biologique moindre euh, pour développer la force, c'est peut-être pour justement réduire la probabilité de ces combats frontaux. Ça, c'est une hypothèse. La deuxième hypothèse, elle est émotionnelle, et là, on va passer dans une dimension un peu moins profonde que ce rapport de force hiérarchique. Dans l'émotion, nous avons tous appris à vouloir reproduire le plaisir à travers le désir et à éviter le désagréable à travers le déplaisir. Et là, on rentre dans des processus qui sont moins hiérarchiques que conformistes, au sens, je dirais presque, du confort. Conforme d'une part et confortable d'autre part, si je fais quelques jeux de mots. En fait, dans l'émotion, on a surtout envie d'éviter de reproduire des désagréments et on a envie de reproduire des agréments. Si donc, pour différentes raisons, qu'on soit homme ou femme, on gagne plutôt ces joutes, à défaut d'être physique, oratoire ou social ou séduction ou d'autres, et qu'on devient plutôt, non pas dominant seulement, mais winner, diraient nos amis anglo-saxons, plutôt que perdant, eh bien, on va avoir tendance à reproduire certains comportements de conquête
ou à l'inverse des comportements de repli. Et on peut le voir à l'échelle d'un individu, d'une caste sociale, voire d'une culture. On peut avoir des cultures qui, à un certain moment, se rétractent et deviennent conservatrices, non pas parce qu'au départ elles l'étaient, mais parce qu'elles le deviennent, et elles le deviennent souvent à travers les échecs. Autrement dit, le conservatisme est avant tout un mécanisme défensif, et qui donc traduit une faiblesse au départ, Mm. une appréhension en tous les cas. Donc l'émotion, comme je l'évoquais au départ, est d'abord dans le rétroviseur. Autrement dit, on tend à faire une inflation en quelque sorte de toujours plus la même chose, une certaine approche dite systémique. Il avait bien mis en évidence comment Václavic, par exemple, avait bien montré comment les individus isolés ou les cultures font souvent toujours plus de la même chose plutôt que de changer de comportement, même en cas d'échec. Et il faut atteindre les structures très développées, des territoires tertiaires du cortex humain, par exemple, ou du cortex animal, ou du cortex préfrontal tout particulièrement, qui est sans doute la partie la plus développée, la plus récente en tous les cas, et la plus intégrative des différentes structures, pour concevoir qu'après un échec, on peut tirer des leçons et faire des facteurs de succès à partir d'un échec. Ce qu'on appelle aujourd'hui, j'ai pas mal travaillé aussi en tant que consultant dans des entreprises, des institutions, et pas mal travaillé à un moment donné grâce à des thèses en commun avec l'armée de l'air, par exemple, sur le stress des pilotes de l'aviation militaire, puis l'aviation civile. Comment est-ce que l'aviation a fait émerger ce qu'ils ont appelé le REX ou RETEX, retour d'expérience? Autrement dit, dans un domaine comme l'aviation militaire, où on pourrait se dire, après la dernière guerre mondiale, c'était les têtes brûlées, ceux qui avaient tout osé devant le feu adverse, qui étaient devenus les héros de l'aviation. Et en fait, ils se sont rendus compte que ces personnages, en quelque sorte héroïques, qui avaient réussi à sauver leur avion face à l'adversité, enfin quelques-uns qui avaient réussi, étaient en fait d'assez mauvais conseils pour les pilotes en général, c'est-à-dire pousser l'idée qu'il fallait être tête brûlée, qu'il fallait tout tenter, quoi qu'il en coûte. Et donc, ça pouvait produire parfois des pilotes qui étaient incontrôlables, aussi bien du point de vue de la sécurité que du point de vue militaire, si je peux dire. Oui, ce qui pouvait devenir à nouveau un ordre Extrêmement établi, hein. dangereux. On voit que... Et donc, à ce titre-là, ils ont inventé littéralement, et ce sont des médecins, et j'ai eu la chance de travailler avec un des ténors dans ce domaine-là, René Amalberti, par exemple, en France, qui avait son équivalent anglo-saxon. Et ils ont littéralement inventé le REX, le retour d'expérience, en montrant que si on était intelligent, individuellement et collectivement, on apprenait plus de l'erreur que du succès. C'est Mm. pas que le succès ne nous apprenne rien, mais il y a tellement plus d'erreurs qui nous apprend que le réel n'est pas d'accord avec ce qu'on lui propose, qu'on apprend au fond, par l'élimination des mauvaises hypothèses, beaucoup de choses sur le réel, alors que le succès reste minoritaire. Donc, le REX, finalement, quand on l'applique à l'éducation, ça permet de se rendre compte que tout le monde peut apprendre par l'échec. Il n'y a plus les dominants, il n'y a plus les winners, il y a un apprentissage qui devient universel et on a une société qui devient intégrative et Ouais, inclusive. tout à fait. Et encore faut-il accepter de Et questionner les voilà. choses. Et alors justement, hein, peut-être que vous avez déjà un peu répondu, mais peut-être il y aura d'autres choses en complément. Quel conseil donneriez-vous à un ou une DRH qui voudrait faire évoluer l'ordre établi au sein de son entreprise, par exemple, hein, la sacralisation, la fameuse sacralisation du dirigeant dans certaines entreprises qui conduit souvent à des comportements de soumission? Je pense que la démocratie, par exemple, est basée sur la multiplication des pouvoirs. En fait, les entreprises modernes, le dirigeant n'est pas le vrai chef, ce sont les actionnaires. Et les actionnaires, en fait, sont des chefs, mais non informés, donc ce ne sont pas non plus les chefs. Et puis, ils ont à côté d'eux des gens qui sont des sous-sous-chefs, mais qui sont quand même très, très courtisés, qui sont les vendeurs. Puis, il y a encore d'autres chefs qui sont très courtisés, qui sont la R&D. Et en fait, on s'aperçoit que quand on crée les conditions d'une coopération, pour des raisons au départ constructives pour tout le monde, c'est-à-dire gagnant-gagnant. J'ai travaillé à un moment donné pour je peux bien la citer parce qu'il y a prescription, c'était pour Ernst Young au début des années 2000 avec le DRH de l'époque qui est devenu DRH Monde. Et à un moment, ils ont intégré Andersen France suite au scandale Andersen américain au départ. Et donc, Ernst Young France a repris Andersen. Et pour intégrer les deux cultures qui ne s'intégraient pas, qui avaient vraiment une histoire différente. Le DRH a eu la bonne idée, en ayant consulté toutes sortes de gens, de dire nous allons prendre tous les dysfonctionnements sur lesquels tous les niveaux hiérarchiques seraient d'accord,
Et à l'intérieur de tous ces niveaux-là, on va prendre ce qui rassemble le plus les deux cultures. Mm. Ce qu'il a fait. Et il a fait un succès considérable dans les deux cultures, à tous les niveaux hiérarchiques. Ça a créé du lien et du rapprochement entre les cultures qui se sont appréciées progressivement dans leurs démarches différentes sur des enjeux communs. Et après quoi, ça s'est étendu. Alors je ne sais pas jusqu'où, parce que depuis, je n'ai pas poursuivi au-delà des années 2000, début des années 2010, la coopération avec Ernst Young, mais en tous les cas, il y avait eu un progrès assez considérable dans cette intégration et qui avait en quelque sorte limité, voire arrêté la guerre des chefs. Voilà, donc c'est pour dire qu'il y a des solutions et une des solutions consiste sans doute et à prendre le sujet de la coopération par l'apprentissage, par l'erreur et les dysfonctionnements reconnus par tous et en essayant de créer des synergies qui font remonter en quelque sorte la coopération, mais aussi le mode de fonctionnement vers un mode plus adaptatif, dans lequel on se rend compte que la coopération, finalement, au lieu de nous faire perdre des choses, du pouvoir, voire de l'argent, elles augmentent le gâteau, si je peux dire. Mais tant qu'on est dans l'émotionnel, on vit comme des rivalités ou des menaces, quelque chose qui pourrait être des coopérations. Donc pour toutes sortes de raisons, et puis cette coopération est difficile elle-même à mener parce que en émotionnel, on a des comptes à régler quand on a été victime. Donc c'est pas cool quoi d'organiser la coopération de gens qui se sont détestés, voire combattus. Mm. C'est compliqué, voilà. Mais il y a Ouais. des moyens habiles pour y parvenir. Et c'est clair que certains ordres établis n'encouragent pas de fait Ah la non. coopération, hein, ça c'est bien évident. Ouais. Alors que l'histoire du monde montre que les systèmes coopérants, les démocraties, sont plus riches que les dictatures ou les monocraties. Dans l'histoire du monde, c'est pas des exceptions, c'est durable. Et que la force des démocraties est un facteur d'épanouissement de l'économie, ce qui paraît contre-intuitif, vu qu'on partage mieux la richesse. Mais les écoles de commerce de l'après-guerre, moi je l'ai su parce que mon père fit une école de commerce à cette époque, en disant les deux lois de l'économie, c'est le marché et la paix. Et pour faire le marché et la paix, il faut un minimum d'équité et un minimum de coopération. Faute de quoi, on rentre dans la mauvaise distribution de la richesse et la guerre. Et c'est pas bon, même pour l'économie. Les Ouais. faits démontrent le contraire. Mais le comprendre nécessite un recours à des registres mentaux auxquels nous n'avons pas communément accès. Ouais. Et alors justement, certaines sociétés sont beaucoup plus codifiées que la nôtre, en tous les cas notre société française en termes de place et de rôle avec un ordre établi beaucoup plus rigide. Est-ce que vous diriez qu'elles sont plus finalement en mode limbique automatique que des sociétés où c'est peut-être plus fluide, beaucoup moins rigide? Alors, d'un certain point de vue purement descriptif, sûrement. Mais là où je serais prudent, c'est sur les causalités de tout ça. Une bonne partie des sociétés rigides ont été marginalisées, voire exploitées par des sociétés dites fluides. Ne parlons pas de la destruction de la planète, qui est quand même le produit des sociétés les plus riches, pour ne pas dire des sociétés qui ont montré un certain modèle de fluidité à certains niveaux et qui sont à un certain niveau parmi les plus prédatrices de ce bien commun. Donc je dirais, en fait, je suis très systémicien. Je pense que un monde à un moment donné est la résultante d'une coexistence, pas forcément pacifique, mais pas forcément binaire avec des bons et des mauvais. On voit bien, pour donner un autre exemple, les années 80-90, qui était la fin de l'après-guerre, si on peut dire, pour l'Occident, ont laissé croire à un monde exponentiellement en phase de développement, dans lequel le confort serait de plus en plus développé, la facilité de produire de plus en plus développée, avec des robots qui feraient tout à notre place, et j'en passe, et j'en passe. Eh bien, inverser un processus dans lequel on a cru qu'on aurait toujours plus de plaisir pour moins d'efforts, est le premier obstacle à un développement durable aujourd'hui. Autrement dit, ce qui paraissait intelligent dans les années 80-90 devient un obstacle à l'intelligence 20 ans plus tard. C'est compliqué. C'est pour ça qu'on propose un GIECO. Il n'y a ni bien ni mal, il n'y a ni bon ni mauvais, ni ressources définitives. Il y a simplement qu'on ne se passera pas d'avoir une connaissance de soi cultivée à l'échelle mondiale, partagée par tous, comme on partage certaines cultures. On partage bien
un peu les maths quand même si c'est parfois un peu moins vrai parce que c'est quand même dur les maths. On partage beaucoup de disciplines, on a juste oublié de partager la connaissance de soi. Je pense peut-être que c'est une des grandes révolutions à faire qui nous rendra moins fragiles, moins vulnérables, moins manipulables et surtout moins vulnérables par nous-mêmes parce que nos premiers tortionnaires, c'est nous-mêmes. On se laisse happer par nos croyances, par nos addictions, par nos C'est clair. rigidités. Donc, je dirais, voilà, nous avons besoin de partager une culture et nous avons besoin de disposer des indicateurs d'anticipation pour faire les écoles qu'il faut pour faire la société de demain et j'en passe. Non pas parce qu'on a l'intention de manipuler, quand on partage la culture, on réduit ce risque, mais simplement pour ne pas se tromper. Bien, merci Jacques Fradin de nous avoir partagé le fruit de ces recherches absolument passionnantes. Ce n'est que mon avis, je précise, pas encore celui du GIECO. Nos premières publications ne Oui. font que commencer. Voilà, mais je pense que j'ai essayé de vous dire des choses assez communément partagées par le monde scientifique. Bien entendu, au fur et à mesure qu'on fera des publications et qu'elles deviendront référentes, on approfondira tout ça, on l'affinera. On attend ces approfondissements. En tous les cas, moi, je retiens que l'ordre établi, qu'il est par définition si difficile de questionner, a trois précieux alliés. Le cerveau automatique qui nous pousse à ne rien changer, l'instinct grégaire que vous avez évoqué qui nous encourage à nous conformer aux règles du groupe, et enfin l'aspect plus psychologique, le fait que les êtres humains soient plutôt dominants et soumis. Un grand merci. L'évolution des espèces, toutes les espèces sont comme nous. Arriverons-nous à être à la hauteur de la création que nous créons? Parce que notre intelligence nous fait créer un monde tous les jours différent. Et c'est pour ça que le conservatisme qui va dans un monde stable, à peu près malgré tout, dans un monde qui bouge tout le temps par la création, il suffit d'une petite minorité de créatifs pour changer le monde. Par contre, il faudrait changer tout le monde pour que ce monde soit viable. Donc on est au pied du mur. Nous sommes trop intelligents pour rester conservateurs. Saurons-nous devenir coopérants? Et voilà, au sens de l'intelligence adaptative, c'est l'enjeu. Nous avons la deuxième partie de la bataille à livrer. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Un grand merci à vous. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Laurence Bally et sur Facebook à l'adresse Jusqu'à Nouvel Ordre. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et surtout abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement.